Avec la crise, la pierre est considérée comme un investissement sûr, c'est souvent le cas, mais avec un marché de l'immobilier qui s'est extrêmement tendu et des prix qui ont flambé ces dernières années, il faut être armé pour bien investir. Alors que vous ayez un projet d'acheter ou de vendre un bien immobilier, nous allons vous donner quelques astuces pour bien négocier votre crédit ou bien tenter l'aventure des enchères. Et puis si vous en avez assez de banquer dans votre copropriété, le témoignage de notre invité qui a fondé son syndic bénévole vous intéressera sans doute. Au sommaire également, on a envie de se faire plaisir, c'est la période des fêtes. Pour changer des chocolats, peut-être aurez-vous des marrons glacés sur votre table de fête. Vous allez voir avec quel soin ils sont récoltés puis préparés dans notre reportage dans le Var en fin d'émission. 4 millions 4 millions 450. 4 millions 450 par revers, 4 millions 450. Éteint. Le saviez-vous, on peut acheter ou vendre un bien immobilier aux enchères, à condition de connaître parfaitement le mode d'emploi. Explication avec un expert en la matière, le notaire Philippe Ancelin. Alors Maître Ancelin, en fait, les gens qui sont intéressés par les enchères, vous commencez à s'installer ici. Oui. En fait, qui peut venir à ces enchères? Eh bien, comme les enchères sont publiques, tout public peut venir. Et c'est tout type de bien qui est vendu? C'est absolument tout type de biens situés n'importe où en France, que ce soit des terrains, des appartements, des immeubles entiers, enfin des bureaux, tout ce que vous voulez. Ce ne sont pas des saisies? Non, pas du tout. Les saisies sont appelées à être traitées par les tribunaux. On vous a filmé pendant une enchère. Oui. Expliquez-nous comment ça se déroule. Vous avez le confrère qui vend son bien, qui vient à la tribune, il présente son bien, et ensuite nous démarrons la vente avec la mise à prix qui a été fixée. Ensuite, chaque personne intéressée qui a un badge apposé sur elle porte les enchères, soit en levant la main, soit par un signe de tête, soit par... voilà. Et puis, quand il n'y a plus d'enchères, on allume un feu. Et s'il n'y a pas de nouvelle enchère, le deuxième feu est allumé. Et à l'expiration du deuxième feu, la vente est définitive. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la vente à la bougie. La vente à la bougie, Alors oui. juste pour revenir sur ce que vous venez de me dire, il y a une mise à prix. Qu'est-ce qui fixe la mise à prix? Lorsque une personne est intéressée pour la vente avec cette modalité, cette personne va voir son notaire. Une expertise est faite et ensuite le client et le notaire conviennent ensemble de la fixation de la mise à prix. Et la décote par rapport au prix du marché Elle est variable, on ne peut pas dire un pourcentage exact, tout ça dépendra de la situation du bien. Hein. Moi j'avais lu une vingtaine de pourcents de... Oui, ça peut être 15, ça peut être, oui, et ça peut être à peu près ça. Et quel est l'intérêt pour le vendeur? La rapidité, puisque en 4 mois et demi, le vendeur aura trouvé son acquéreur et avec le prix du marché. D'accord, ça ne peut pas partir en dessous du prix du marché? C'est le prix du marché? C'est une vente publique, donc c'est bien le prix du marché. Ça ne peut pas être autre chose. Est-ce qu'il faut justifier de conditions de revenus, par exemple? Ah, pas du tout. Mais par contre, il est conseillé à une personne qui veut acheter par adjudication qu'elle se penche bien sur son financement. C'est-à-dire qu'elle soit sûre de payer le prix dans les 45 jours exigés du jour de l'adjudication. Vous ne pouvez pas conditionner l'adjudication à un éventuel prêt à obtenir. Là, il faut être certain, lorsque vous portez les enchères, que le prix sera payé au moyen d'un prêt, si vous en avez besoin. Bien sûr, il y a des paiements comptants, et si vous avez besoin d'un prêt, qu'il sera obtenu. Et pour l'acheteur, est-ce que ça risque pas de déraper? Parce qu'on sait que dans une enchère... Il faut que l'acheteur vienne avec... D'abord, il l'aura vu, il l'aura visité, son bien. Donc, il aura consulté le cahier de charges. Alors on a visité, nous, justement, un des biens qui était mis aux enchères, oui, par les petits frères des pauvres. Voilà. On a bien fait, il faut visiter. Oui. Là, vous avez, alors si vous étiez intéressé, il fallait aller chez le notaire qui vend pour consulter le cahier de charges. Vous auriez vu dans le cahier de charges tout ce que vous trouvez dans un acte de vente tout à fait normal. Vous auriez vu la désignation, l'origine de propriété, les pièces d'urbanisme, enfin tous des diagnostics techniques. Et là, vous auriez à porter les enchères en connaissance de cause. Mais il est vrai qu'il faut, je pense, pour la sécurité de soi-même, enfin dans les engagements, se fixer un prix. On ne peut pas se rétracter lorsqu'on a sa main... Ah non, parce que l'adjudication est prononcée, il est signé un procès-verbal d'adjudication, et à partir de là, vous êtes vraiment au pied du mur pour le paiement. C'est-à-dire qu'après, il y a toute une procédure judiciaire en cas de non-paiement. J'ai lu qu'on pouvait surenchérir. Oui, il y a une enchère comme celle-ci. Oui, c'est une surenchère dans les 10 jours. Et dans ce cas, le bien est revendu dans les mêmes conditions, mais avec le prix d'adjudication augmenté de 10%. Merci beaucoup, Maître Ancelin, pour ces explications. Eh bien aussi, moi je vous remercie. Et
Sachez que l'appartement de 150 mètres carrés mis en vente par les petits frères des pauvres à 1 400 000 € est finalement parti à 2 300 000 €. Alors les enchères, ce n'est peut-être pas pour vous si vous souhaitez acheter un bien immobilier par un biais plus classique. Une fois la maison ou l'appartement de vos rêves trouvé, il vous faudra négocier un crédit immobilier. Alors taux fixe, taux variable, assurance, comment mettre tous les avantages de votre côté? Regardez. Ça, c'est le 1% logement qu'il faut que j'envoie d'ailleurs. Émilie et Lamjed Chelly viennent d'acheter l'appartement de leur rêve, un 4 pièces de 75 mètres carrés encore en construction. Et pour payer le moins d'intérêt possible, ils ont eu recours à des prêts aidés. Donc on a pu bénéficier de prêts aidés, comme le prêt à taux 0+ et le 1% logement par mon employeur. Donc au lieu d'emprunter 260 000 €, on a emprunté que 180 000 € au taux de 3,8 par la banque. Et donc ça nous a fait réaliser une économie de près de 30 000 € sur la totalité de notre emprunt qui est étalonné sur 18 ans. La première étape pour bien emprunter, c'est de savoir à quel prêt aidé on a droit. Quand on monte son dossier de financement, le premier réflexe, c'est de faire le plein de tous les prêts aidés. Il y a le PTZ+, qui est le prêt à taux zéro que l'on connaît au niveau national. Mais il y a aussi d'autres prêts. Alors à qui s'adresser pour en savoir véritablement plus? Eh bien à l'ADIL, à l'Association départementale d'information logement. C'est eux qui pourront renseigner de manière utile et concrète tous ceux qui veulent en profiter. Deuxième étape, le choix du taux. Actuellement, le taux fixe n'est pas beaucoup plus élevé que le taux variable. Alors la réponse est plutôt évidente. Le consommateur doit privilégier les taux fixes. Ça lui permet d'avoir une garantie sur le coût total de son crédit. Et en plus, ça ne l'empêche pas, à l'avenir, de renégocier le coût de son crédit immobilier si vraiment les taux d'intérêt venaient à baisser. Vous pouvez aussi opter pour un prêt à taux mixte. Ce type de prêt se compose de deux phases. Une phase à taux fixe, pendant 7 à 10 ans, et ensuite une phase à taux variable. Ce type de crédit permet de bénéficier d'un taux très attractif pendant la première phase. C'est essentiellement adressé à des primo-accédants. C'est-à-dire qu'ils vont acheter leur première acquisition et on sait qu'un prêt pour les primo-accédants dure en général 7 ans. Au bout de 7 ans, ils vont revendre leurs biens. Donc, ils passeront a priori jamais à taux variable. Mais le coût d'un prêt ne se limite pas à son taux d'intérêt. Troisième étape, le choix de l'assurance. Depuis 2010, la loi Lagarde permet de souscrire son assurance chez un autre prestataire que celui qui vous fait le prêt. Alors, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Pour notre emprunt, on est passé par une assurance déléguée. Ça nous a permis d'économiser aussi un montant assez substantiel, donc de 5 000 €, que si on était passé par l'assurance groupe de la banque. Mais attention, certains banquiers tentent de décourager les clients infidèles. Les abus qu'on peut constater des banques pour refuser les délégations d'assurance sont à la fois le fait de facturer des frais supplémentaires d'études, c'est aussi de freiner la procédure et alors là, le pire, c'est d'augmenter le taux d'intérêt. Alors, comment éviter d'être pénalisé par son banquier ? Dans un premier temps, on ne parle pas de délégation et une fois qu'on vous propose une offre, donc un taux d'intérêt hors assurance avec un taux d'assurance en complément, là vous pouvez amener l'idée que vous souhaiteriez prendre une délégation d'assurance. Deux derniers points à négocier, la suppression des pénalités de remboursement anticipé et la gratuité de la modulation des mensualités. Et pour les plus de 60 ans, pas de panique. Emprunter est toujours possible et les derniers remboursements peuvent parfois s'étendre jusqu'à 85 ans. Lorsqu'on emprunte après 60 ans, ce qui est différent, c'est au niveau de l'assurance. Donc déjà, le montant est un petit peu plus élevé. Par exemple, entre un emprunteur âgé de 40 ans et un emprunteur âgé de 60 ans, il y a environ 30% de coûts supplémentaires. Et la grosse différence, c'est au niveau des formalités médicales. On demandera des examens médicaux type prise de sang, check-up complet.
Dernier conseil, pensez à faire vérifier l'exactitude de votre TEG gratuitement auprès de la FUB, selon laquelle, dans 80% des cas, le TEG est erroné. La justice peut alors sanctionner la banque en prononçant une annulation des intérêts pour vice de forme. Si c'est votre cas, vous pourrez peut-être économiser quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà les conseils donc pour bien acheter. Lorsqu'on veut mettre toutes les chances de son côté pour vendre cette fois, on peut faire appel à des spécialistes du relooking pour sa maison. Ça s'appelle le homestaging. Dans cet appartement, en une journée, Dani Cadou a tout changé avec presque rien pour le mettre en valeur. Bonjour Dani. Bonjour Claire, Bon, bienvenue. alors, merci. Voilà l'appartement qui a subi le coup de baguette magique. Tout à fait. Qui a bénéficié du coup de baguette magique. Alors on est venu avant le voir, hein. C'est vrai que déjà dès l'entrée ça n'a rien à voir. Oui, c'est beaucoup plus accueillant. En fait, l'entrée c'est la pièce sur laquelle on travaille le plus parce qu'effectivement c'est la première impression, le dernier sentiment. C'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est rendre un lieu accueillant. C'est important. Vous avez changé l'entrée? Non, on a simplement changé les appliques qui donnent un côté plus contemporain, sont plus lumineuses et quelques tableaux pour accueillir le visiteur. Ah bah là, oui, gros changement dans la pièce à vivre là. Vous avez fait quoi exactement? Nous avons travaillé sur les fenêtres, mis des doubles rideaux, des voilages pour intimiser, remplacé les stores vénitiens, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, qui obstruaient beaucoup la lumière. Nous avions une étagère ici qui obstruait l'espace et l'arrivée de la lumière. Nous l'avons disposé ici. C'est les meubles du propriétaire? Ce sont essentiellement les meubles du propriétaire. Après, il y a 2-3 petits éléments déco qu'on a loués lors de la mise en valeur. Le but est de montrer qu'il y a du volume, de la luminosité. Donc, je pense que la mission est réussie. Alors, c'est quoi le homestaging, justement? C'est de la mise en valeur, c'est ça? C'est de la mise en valeur immobilière. Je préfère dire le terme mise en valeur immobilière que homestaging, parce que staging, ça veut dire mise en scène. Ouais. Aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, on est plutôt dans une mise en scène, une vraie mise en scène, où on va jusqu'à aménager complètement les appartements, les maisons, louer des acteurs qui font le papa, la maman modèle, les petits-enfants sur la balançoire. Oui, c'est vraiment de la mise en scène là-bas. Ici, on en est loin, le métier vient naissant, vient d'arriver, donc on n'est pas tout à fait prêt. Dans quelques décennies, ce sera peut-être le cas. Oui, c'est assez... Ça nous vient de là-bas. Hein, ça vient des États-Unis. Le homestaging, combien ça coûte? Est-ce que tout le monde peut le faire et pour n'importe quel type de bien? Ça représente environ au maximum à 1% de la valeur du bien. D'accord. Donc là, par exemple, pour celui-ci... Pour celui-ci, on est à 0,35% de sa valeur, ce qui est correct et cohérent. En espèces sonnantes et trébuchantes, ça donne combien? En espèces sonnantes et trébuchantes, on est à 1 350 €. Vous avez aussi pas mal rangé, hein? Enfin, en tout cas, supprimé tout ce qui était effet personnel. Oui. Ça aussi, c'est une technique. Alors, quelques effets personnels. Effectivement, le propriétaire qui veut vendre, on essaye de lui faire comprendre qu'il peut anticiper son déménagement en faisant quelques mises en carton, ce qui nous facilite le travail. Et le but, c'est vraiment d'alléger l'espace. Au prix où est le mètre carré aujourd'hui, il faut montrer qu'il y a du mètre carré. Et ces 1 350 € pour ce propriétaire-là, ils sont payés de sa poche ou par le biais de l'agence? Je dirais à 70%, c'est le propriétaire qui paye. Parfois, il arrive que ce soit les agences qui, dans le cadre d'un mandat d'exclus, offrent la prestation à leurs clients. C'est du gagnant-gagnant, c'est pour les deux. C'est un investissement relativement rentable. Merci beaucoup Dani pour toutes ces explications. Merci Claire. On reste dans la thématique immobilière. Pour acquérir un bien défiscalisé type cellier, vous avez jusqu'au 31 décembre 2012. Ça fait partie des niches fiscales qui ont été rabotées. Alors pour les ménages qui ont bien investi, ils ont pu faire des économies en moyenne de 45 000 € sur 9 ans. Mais attention, ce dispositif fiscal cache de nombreux pièges. Regardez. Les avantages fiscaux prévus pour les investisseurs par la loi Robien devenue cellier s'apprêtent à disparaître. Alors, qu'en reste-t-il et pour combien de temps? Eh bien, il ne vous reste plus que quelques mois pour en profiter. 75 000 biens devraient être encore disponibles sur le marché jusqu'à fin 2012. Concernant la réduction d'impôt pour l'année 2011, elle ira jusqu'à 22% si le bâtiment est basse consommation et tombera à 13% en 2012. Mais ces réductions seront bien valables sur les 9 ans prévus par la loi, malgré l'arrêt du dispositif.
Marc Recton dirige les investisseurs vers les programmes immobiliers les plus sûrs. Critère numéro 1, l'emplacement. Exemple avec cette construction dans le centre-ville d'Antony, en banlieue parisienne. Vous avez une certitude, une quasi-certitude d'avoir des locataires et si jamais vous avez des mouvements, ils seront vite remplacés par de nouveaux locataires. Voilà. Ensuite, nous avons un promoteur qui est habitué à ce type de promotion, donc on n'a pas d'incertitude ou de doute sur l'achèvement de la construction dans les délais. On a vu des promoteurs peut-être fragiles qui ne vont pas au bout des opérations ou avec difficulté, avec des retards, et ce qui occasionne des problèmes, notamment lorsqu'il y a un financement en face à crédit, où vous supportez les intérêts d'emprunt sur des durées plus longues que prévues. Des délais de construction qui ne sont pas respectés, des malfaçons qui ralentissent les travaux. Cet investisseur n'a eu aucun problème de ce genre. Et pour cause, il a acheté son bien cellier dans de l'ancien. Et oui, on le sait moins, mais cette défiscalisation concerne aussi la vieille pierre. À certaines conditions, le bien acheté doit être vétuste et inhabitable en l'état. Et bien sûr, il doit être entièrement rénové avant la mise en location. Et cela ne revient pas forcément plus cher. Chaque année, ce professionnel vend en moyenne 20 biens celliers anciens. On est à peu près 10% moins cher qu'un investissement dans le neuf, avec un meilleur emplacement. Par définition, l'ancien a tendance à être moins cher à l'achat, même si les travaux sont coûteux. Le fait de travailler sur plusieurs biens en même temps, on arrive à avoir des tarifs au niveau de la rénovation, ce qui nous permet d'avoir des prix de vente cohérents par rapport à ce qui se fait au niveau du marché. Au bout de 2 ans de mise en location, Benoît Durantisne a fait un bilan avec le gestionnaire de son appartement. Achats et travaux compris, ce bien de 200 000 € est remboursé en partie par la réduction d'impôt. 50 000 € sur 9 ans, soit l'équivalent d'un quart de l'investissement. On s'est concentré sur la valeur du bien, son positionnement, son emplacement. Le centre de Lyon, dans la presqu'île, en l'occurrence pour mon exemple, je suis sûr que ça ne perdra pas de sa valeur, qu'il y aura toujours une demande et donc que mon bien est garanti dans sa valeur intrinsèque par le foncier. La valeur foncière du bien n'est pas le seul critère à surveiller avant d'acheter. Car attention, certains vendeurs ont tendance à appâter les clients avec des maquettes et des brochures magnifiques pour des programmes tout compris. Sauf que vous allez prendre un crédit sur une durée de 18 ans, que le crédit, vous allez emprunter à un taux, on va dire, de 4%, que le bien qu'on vous vend a un rendement de 4%, sur lequel il faudra payer le revenu foncier, l'entretien de l'immeuble sur la durée, et en partant du principe que vous aurez 12 mois de loyer, parce que vous aurez un locataire fidèle, qui ne vous posera pas de difficultés, et que sur la durée, il vous louera le bien en vous payant rubis sur l'ongle. C'est statistiquement exceptionnel. Catherine peut en témoigner. Son plan de financement ne s'est pas déroulé comme prévu. L'appartement qu'elle possède à Lisieux a été surestimé de 60%. Le loyer qu'elle devait percevoir aussi, 150 € au-dessus du marché. Aujourd'hui, elle doit débourser 1 500 € par mois, 3 fois plus que ce qu'on lui avait promis lors de l'achat. Et comme son locataire ne paie pas, elle ne peut même plus défiscaliser. Un cauchemar. Là, j'ai mon gestionnaire actuel qui n'arrive pas à récupérer mes loyers, mais qui me réclame mes charges de copropriété. Finalement, j'ai tout à payer. J'ai à payer le remboursement donc, du loyer, j'ai à rembourser donc effectivement l'équivalent de mon épargne, donc je ne vais plus pouvoir défiscaliser. Donc je suis totalement à charge de ce produit qui pour moi est une totale arnaque. Totalement surendettée, elle a demandé de l'aide à Claudie Girose, présidente d'une association de défense des investisseurs. Selon elle, si certains clients tombent dans le panneau de vendeurs peu scrupuleux, c'est à cause de la collusion de professionnels incompétents dans ces offres packagées. Le problème, c'est que les promoteurs qui ont fait, que j'appelle des marchands de défiscalisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont improvisés promoteurs, ils se sont improvisés gestionnaires, ils se sont improvisés, ils ont fait des partenariats avec des banques et des assureurs et ils ont mis sur le tarmac de l'illégalité des vendeurs incompétents parce que pas formés. Et ils ont fait des catastrophes. On estime à plus de 15 000 le nombre de victimes d'abus de programmes de défiscalisation. Pour ne pas tomber dans les pièges, soyez très vigilants face au démarchage. Et si l'on vous propose une offre tout compris, méfiez-vous d'emblée et demandez conseil à un professionnel extérieur à ce programme.
Retour à mon enquête sur l'immobilier malin. Pour éviter les frais, certains propriétaires, lassés des abus des syndics, décident de prendre en charge la gestion de leur copropriété. Aujourd'hui, 10% des copropriétés fonctionnent avec un syndic bénévole qui permet de faire des économies. Alors Dominique, vous avez fait le choix d'un syndic bénévole, hein, c'est vous qui vous en occupez. Combien y a-t-il de propriétés dans votre immeuble? Alors il y a 125 logements. Il y a 150 copropriétaires parce qu'il y a aussi 125 parkings. Donc 250 lots. Ça fait du monde. Hein, ça fait énormément de monde, absolument. Alors on va peut-être rappeler d'abord le rôle d'un syndic. Alors le rôle du syndic, c'est d'abord de gérer financièrement cet immeuble, puisqu'il va recevoir l'argent des copropriétaires pour payer les charges. Donc gérer cet argent-là et puis payer les fournisseurs, tous les fournisseurs de l'immeuble. Ça, c'est son activité principale. Mais bien sûr, au-delà de ça, il y a l'aspect administratif qui est un petit peu marginal. Il faut gérer aussi à l'égard des notaires les mutations. Par exemple, lorsqu'un copropriétaire s'en va, il faut pouvoir donner l'état de son compte. Et le troisième volet, alors là qui est le plus important, c'est l'aspect technique. Il faut gérer techniquement un immeuble. Du coup, les syndics, on les pointe un peu du doigt, hein. Il y a des abus, des surfacturations, des frais excessifs pour des travaux. C'est facile de s'en débarrasser ? Si on veut simplement changer de syndic, il faut préparer le terrain, en choisir un nouveau, obtenir un accord au sein de sa copropriété et ensuite, au moment d'une assemblée générale, voter un changement de syndic. Et puis, on peut aussi décider de gérer soi-même. Pour les plus déterminés, on décide de gérer soi-même. C'est-à-dire qu'on se propose, en tant que copropriétaire, on demande sa nomination en tant que syndic bénévole. Alors, le terme est un petit peu impropre, parce que bénévole voudrait dire non rémunéré, mais pour des volumes d'immeubles assez grands comme celui-ci, la loi prévoit aussi qu'on puisse percevoir des indemnités de gestion. D'accord, donc vous avez une petite rémunération pour votre activité. Des indemnités de gestion. Vous pouvez nous dire combien? Oui, absolument, c'est 12 000 € annuels, et qui représente en fait la moitié de ce que représentent les frais de gestion d'un syndic professionnel. C'est un petit peu le ratio qui est généralement admis d'avoir un syndic qui coûte la moitié de ce que coûte un syndic professionnel, mais pour une qualité et une présence et un travail fourni qui est sans comparaison. Alors c'est ça, donc 50% de réduction sur les frais de gestion, c'est ça que permet le syndic bénévole. Quels sont les avantages ? Au-delà des aspects financiers, il y a bien sûr la disponibilité. On est omniprésent et on répond immédiatement aux besoins de l'immeuble. C'est pas plus facile avec une petite copropriété d'être syndic bénévole ? Si, bien sûr. Mais dans une copropriété comme celle-ci, on est aussi en passe de tomber sur des sujets, ce qui a été le cas par exemple dans cet immeuble. C'est une mise en copropriété en 2004, propriétaire unique précédemment, et on s'est aperçu que cet immeuble-là n'avait été pratiquement pas ou très très peu entretenu. Vous arrivez à anticiper, malgré la gestion au quotidien, des petites difficultés, c'est même essentiel. Parce que c'est une des clés aussi pour faire des économies, j'imagine, quand on anticipe sur le long terme. Toute la gestion prévisionnelle, c'est une gestion qui va amener à terme à des réductions de coûts effectifs. Quand on est dans l'urgence, évidemment, on paye constamment le maximum. Quand on est en gestion prévisionnelle, eh bien, on arrive à trouver un équilibre de gestion qui est évidemment favorable. Alors cet aspect-là va devenir même déterminant dans le contexte du Grenelle de l'environnement, où ça, aujourd'hui, les propriétaires le découvrent progressivement, mais les lois du Grenelle vont amener des immeubles comme ceux-ci à réduire leur consommation d'énergie, et aujourd'hui, personne n'y est prêt. C'est quand? C'est quelle échéance? Alors, première échéance 2020, où la loi demande une réduction de moins 38% d'énergie. De la consommation d'énergie. Consommation d'énergie, ce qui amène donc nécessairement à une refonte des isolations, des systèmes de chauffage. Donc ça va coûter très cher aux copropriétés, et c'est vrai qu'on n'est peut-être pas assez alerté. Hein. Alors, ça, complètement. Alors, Dominique, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure du syndic bénévole, quelques conseils? Alors, bien sûr, être motivé à minima, et puis respecter un petit peu toute la chronologie d'acquisition des connaissances, faire partie d'un conseil syndical, en devenir le président, et puis l'ultime étape étant de se faire élire, mais le préalable est quand même de suivre une formation pour acquérir tous les domaines de connaissances qui sont nécessaires. Et ce sont les formations que décerne l'ARC et qui permettent donc
ensuite de proposer sa candidature à une assemblée générale et de se lancer. Dans l'aventure. Alors vous parliez de l'ARC, ça peut être une bonne idée aussi d'aller voir sur leur site, hein, parce qu'ils font un comparatif des charges de copropriété que vous êtes censé payer selon votre copropriété, justement, donc pour voir si vous êtes dans les clous. Merci beaucoup Dominique. Merci. On va changer d'univers et se plonger dans l'univers de Noël. Pour changer du chocolat, peut-être aurez-vous des marrons glacés sur votre table de fête. Nous avons voulu voir comment ils sont fabriqués. La récolte des châtaignes se fait dès le mois de septembre. Petite plongée dans les coulisses de fabrication du marron.